Dans cet exercice, on va s'intéresser en particulier à 3 théorèmes qu'on va chercher à démontrer, qui vont être intéressants pour contraindre la forme des solutions en mécanique quantique. Le premier de ces théorèmes, il consiste à dire que l'énergie doit forcément être réelle. Alors, on va raisonner un petit peu par l'absurde, et on va partir du principe que l'énergie peut s'écrire comme une partie réelle, E0, plus une partie imaginaire, qui sera proportionnelle à un facteur gamma. Si on injecte dans une solution typique d'un état stationnaire de l'équation de Schrödinger, où on a juste une amplitude variable en fonction de la position et une exponentielle imaginaire qui va créer un facteur d'oscillation au cours du temps, on peut remarquer que l'introduction de cette partie imaginaire dans l'énergie, ça va créer un facteur qui, si gamma est négatif, va créer une décroissance. La fonction d'onde, au bout d'un moment, va finir par tendre vers 0. C'est typiquement le genre de choses qu'on va souhaiter pour décrire des particules instables, par exemple, qui se désintègrent au cours du temps, qui sont d'ailleurs traitées dans le problème 1.15. Et si gamma est positif, par contre, on a quelque chose qui diverge, donc la fonction d'onde n'est même plus bornée. Donc si on calcule la probabilité de présence de trouver la particule le long de l'axe x, l'intégrale du module au carré de psi, on se rend compte qu'en fait on écope d'un facteur exponentiel de gamma t sur h bar. Ce truc-là, si on veut que ce soit égal à 1 pour tout t, donc que la probabilité soit normalisée pour tout t, il faut nécessairement que gamma soit égal à 0. Autrement dit, gamma égale à 0, donc l'énergie est réelle, et on se retrouve bien à démontrer que l'énergie doit être réelle pour une solution normalisable en méga-Q. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi se servir de ce facteur gamma, donc de cette partie imaginaire dans l'énergie, pour créer des particules qui seraient instables et dont la probabilité de présence diminuerait au cours du temps. Auquel cas on choisirait forcément un gamma qui serait négatif pour pouvoir avoir cette décroissance. Le deuxième théorème, lui, il va davantage porter sur la forme des solutions, et il consiste à dire que le module, enfin l'amplitude plutôt, de la fonction d'onde, donc la partie qui dépend uniquement de l'espace, elle peut toujours être prise réelle. Alors forcément, notre fonction d'onde psi de xt, elle est forcément toujours complexe, mais son amplitude, petit psi de x, peut toujours être prise réelle. Alors on va essayer de démontrer ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour cette particule. On va prendre le conjugué de cette équation, ça va nous donner cette deuxième équation ici. Alors grâce à la linéarité de l'équation, on se retrouve à pouvoir poser que psi plus psi star c'est 2 fois la partie réelle de psi, et donc en fait on obtient une équation qui est exactement l'équation de Schrödinger indépendante du temps, mais dont la solution est la partie réelle de psi. On peut faire exactement la même chose pour la partie imaginaire, cette fois-ci au lieu de prendre l'équation 1 plus l'équation 2, on fait i fois l'équation 1 moins l'équation 2, et ça nous donne exactement le même résultat, mais cette fois-ci la solution, elle porte sur la partie imaginaire de psi. Donc ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, les parties réelles et imaginaires de psi, elles sont réelles toutes les deux, et elles sont toutes les deux solutions de l'équation de Schrödinger indépendamment. Et donc ça montre que l'amplitude de la fonction d'onde, le petit psi de x, il peut toujours être pris comme étant réel, sans perte de généralité. Donc le troisième théorème, lui, il va donner une contrainte un petit peu similaire sur la forme des solutions, mais il va être spécifique pour les potentiels qui vont être pairs. Donc qui vont avoir un axe de symétrie par rapport à une droite verticale, comme par exemple un potentiel harmonique. Pour de tels types de potentiels, l'équation de Schrödinger, si on fait une transformation de la variable x et qu'on la transforme en moins x, alors l'opérateur de dérivée première devient moins dA dx, la dérivée seconde, elle, ne change pas, parce que ça revient à changer 2 fois la dérivée première, et le potentiel reste lui-même. Si on réécrit du coup l'équation de Schrödinger qui porte sur psi de moins x au lieu de psi de x, on voit que c'est exactement la même équation. Et donc, si on prend cette équation pour psi de x et cette équation pour psi de moins x, qu'on les somme, qu'on prenne la différence ou leur somme, en fait on se retrouve avec exactement le même genre d'équation. Autrement dit, une combinaison linéaire de psi de x et de psi de moins x, donc on prenne une fonction paire ou une fonction en paire, sont toutes les deux solutions de l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Ça veut dire qu'on a le choix de prendre psi comme étant une fonction paire ou une fonction impaire sans perte de généralité. Donc si on résume
les 3 théorèmes qu'on a démontrés dans ce problème, il faut forcément que l'énergie soit réelle pour avoir des fonctions d'onde qui soient normalisables. On peut toujours choisir des fonctions d'onde dont l'amplitude, petit psi de x, est réelle, et cette même amplitude, elle peut toujours être soit une fonction paire, soit une fonction impaire. Donc ça permet de contraindre énormément la forme que vont pouvoir prendre les solutions de l'équation de Schrödinger. Et ça va rendre plus facile l'étude systématique de ces fonctions par la suite.